Eh bien, il est 14h30. On va démarrer. Donc, on est en direct en lien avec le salon Cyclo à Aix. Donc, bienvenue sur la chaîne OTV des élus et des rivières. Donc, c'est une chaîne YouTube qui a été bâtie pour construire une culture commune au service des élus en charge des rivières et aussi pour partager des savoir-faire. Euh, pour suivre les événements qui peuvent avoir lieu sur cette chaîne à peu près une fois par mois, vous pouvez regarder donc sur la chaîne YouTube, il y a un lien pour pouvoir s'abonner, tout simplement en cliquant sur le petit bouton. Pour information, donc il y a toute une série de vidéos sur des thématiques autour de l'eau, du petit cycle et du grand cycle, et à peu près une centaine de vidéos au global avec les propres productions de la chaîne, qui sont à peu près dans de 20-25 vidéos classées par playlist, avec des contenus sur l'agriculture, l'urbanisme, et aujourd'hui on va aborder le thème du tourisme. Et autour de ces thématiques, pour information, la prochaine émission qui peut intéresser nos amis sur PACA qui sont concernés aussi, le 12 décembre après-midi, donc sur le Haut et Karst, les secrets de l'eau souterraine. Et nous accueillerons Monsieur Labat de l'Université de Toulouse et nous aurons un enregistrement de Monsieur Alpi, président de l'épage Haut-Doubs-Haute-Loup. Aujourd'hui, tout de suite, je vais accueillir nos amis du Parc naturel régional du Haut-Jura, Florian Marguet et Julien Ruel, pour parler du thème du jour qui est changement climatique, quel tourisme pour demain, comment concilier les activités passées et les activités futures. Alors, sans plus tarder, je vais arrêter le partage d'écran pour laisser la main au parc pour partager son écran. Hop. Est-ce que sur le... Voilà, le partage arrive. Sur Cyclo, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci dans le chat. A priori, il n'y en a pas pour l'instant. Et donc, maintenant que nous sommes lancés, je vais d'abord vous laisser vous présenter, Florian et Julien. Vous nous parlez d'où et quel est votre territoire? Et quelles sont vos missions? Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer. Donc, Florian Marguet, on vous parle depuis le Haut-Jura. Et après avoir été un peu sous la neige et à nouveau sous la pluie, donc il y a de l'eau, c'est bien, mais voilà, on aurait bien aimé que la neige reste un petit peu. Donc moi, je suis chargé de mission écotourisme au parc. Donc je m'occupe de tout ce qui est développement, notamment en lien avec les territoires, les communautés de communes, sur on va dire développement touristique, mais surtout voilà, une adaptation au modèle touristique par rapport aux évolutions, donc des sujets qu'on va aborder juste après. Et bonjour à toutes et à tous. Julien Ruel, je suis chargé de mission loisirs, sport et sport de nature, pardon, au parc naturel régional du Haut-Jura. Mes missions sont assez larges. Ils vont de la structuration d'itinéraires de sport de nature à des missions un petit peu plus prospectives ou structuration d'offres touristiques en collaboration avec Florian, puisque l'offre touristique sur le parc du Haut-Jura, ce sont principalement des activités, des loisirs de sport de nature. On va en parler. Eh bien, est-ce que vous nous présentez un peu plus précisément où se trouve votre territoire un petit peu? Alors, le parc du Haut-Jura, donc c'est un parc qui est déjà assez ancien, qui date de 86. Alors, qui s'étend pour le localiser, on longe la frontière suisse entre Neuchâtel et Genève, grossièrement. Les villes portes, c'est Pontarlier au nord, pour ceux qui situent, et Bellegarde-Valserine au sud. C'est un territoire qui est très boisé, hein, qui est couvert à 70% par de la forêt, et un territoire qui est fortement concerné par les questions de l'eau, puisqu'on a un certain nombre de lacs, de rivières, de cascades qui ont, alors pas toutes, mais souvent une vocation touristique, mais pas que, on le verra également. Et on a découvert également une des spécificités, c'est la présence des tourbières. Hein. C'est un territoire qui est fortement concerné. Alors, il y a 500 tourbières sur le massif du Jura. Il y a plus d'un tiers qui est dans le périmètre du parc. Donc, voilà, tout ce qui est milieu humide, c'est vraiment un thème très, très important. Et la spécificité aussi du parc, c'est qu'on est bordé par des grosses agglomérations, notamment le bassin franco-val de Genevois, c'est plusieurs millions d'habitants. Donc, ce qui fait que voilà, on a un territoire qui a le label parc naturel régional, donc c'est-à-dire il est préservé,
mais on est aussi voilà, en marge, on est quand même confronté à des gros bassins de population, ce qui fait qu'en termes de fréquentation du territoire, c'est loin d'être neutre. Et donc, est-ce que vous pourriez nous décrire finalement les liens entre le tourisme, l'eau et la lutte du changement Mm. climatique? Finalement, comment Ouais. ça se passe sur votre territoire? Alors, bah, il n'y a rien de mieux que des images pour, voilà, pour révéler un petit peu tout ça. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est que la présence de l'eau, elle est vraiment omniprésente sur le territoire. Donc on a donc ces lacs hein, qui sont assez connus parce que voilà, visuellement en effet ça présente très bien. Les images en automne, en été, ça fait vraiment envie. On a des cascades aussi qui sont assez réputées. Il y a les cascades du Hérisson, mais il y a qu'une petite partie qui est sur le parc du Haut-Jura, mais voilà, c'est quand même un grand spot de fréquentation avec 600 000 visiteurs par an. Et puis on a donc nos tourbières qui sont, alors pas toutes, mais un certain nombre sont valorisées, qui sont accessibles au public avec voilà notamment des espèces floristiques qui sont assez emblématiques comme la linaigrette et la drosera. Donc tout ça, ça compose vraiment notre paysage de manière assez intense puisque des sites de ce type-là, on en a des dizaines quoi. Hein. Donc l'eau est vraiment c'est vraiment une partie de l'attractivité, ce qui fait qu'en termes d'activité, ben, on le retrouve bah, sur nos lacs. Voilà, on va avoir des pratiques aquatiques, balnéaires. On a des lacs d'altitude, comme la photo que vous avez au centre, c'est le lac des Rousses. Donc, c'est quand même un lac à 1000 mètres d'altitude. Donc, il y a peut-être quelques décennies, on n'aurait pas imaginé qu'on est sur des périodes aussi larges, voilà, une ambiance comme ça, très, très balnéaire. Mais la réalité aujourd'hui, c'est celle-là. Et après, on a tout un tas d'activités aussi qui se greffent sur l'eau, notamment le canyoning qui est assez présent dans le Haut-Jura, des activités de canoë également, souterraines aussi avec la spéléo, qu'il faut pas, voilà, qu'on a tendance un peu à oublier, mais c'est aussi une activité assez présente. Et puis après, en termes d'aménagement, alors c'est juste deux exemples, hein, c'est des campings qui sont fortement implantés autour, en bordure de lac. Donc c'est aussi, voilà, ça révèle un peu cet élément d'attractivité que sont que représente la ressource en eau. Puisqu'à chaque fois qu'on a un lac, quasiment, on va retrouver soit à proximité directe, soit voilà, de manière un petit peu plus éloignée, des structures d'accueil touristique. Et après, on a le pendant en hiver, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant sur notre territoire, c'est qu'on a la double saisonnalité touristique, hein, comme beaucoup d'espaces de montagne et de moyenne montagne. Mais nous, c'est également une grosse marque, hein, un marqueur très, très important sur le massif du Jura, avec des stations de moyenne montagne, alors qui ont quand même déployé des remontées mécaniques qui sont assez conséquentes. Hein. C'est pas uniquement des micro-stations avec des petites installations, il y a déjà des grosses installations, même si évidemment, si on se compare aux Alpes, voilà, il n'y a pas de comparaison possible, mais il n'empêche qu'on a quand même des stations d'importance, on va dire, moyenne. Après, il y a toute la filière nordique qui est fortement développée, qui est aussi emblématique du massif du Jura. Et après, toutes les nouvelles activités qu'on a vues apparaître au fil du temps, et notamment la raquette et la rando nordique, ce qui fait qu'on a tout un panel aussi d'offres et donc une attractivité qui est aussi forgée autour de cette dimension hivernale. Alors ensuite, pour présenter un petit peu alors ça c'est un peu révélateur aussi de la double saisonnalité, c'est qu'on constate sur ce graphique-là, c'est que ben, on a autant de fréquentation finalement en été qu'en hiver. Donc nous, on a vraiment ces deux moments forts qui sont en fait les vacances scolaires, hein, que ce soit d'été ou d'hiver, où on a un afflux quand même assez important de touristes. Et alors c'est en lien avec ce que je viens de dire, mais du coup, toute cette activité touristique, elle génère des retombées économiques qui sont loin d'être négligeables pour une région comme la région Bourgogne-Franche-Comté. Et le tourisme est vraiment voilà, reconnu comme un grand contributeur de l'économie régionale. Alors après, ça c'est une carte qui est intéressante parce que voilà, elle montre un petit peu alors, c'est le taux de touristicité, c'est le nombre d'habitants, le nombre de lits qu'on va retrouver pour 100 habitants. Donc ça vient un petit peu mettre en évidence les secteurs touristiques. Donc on voit que nous, parc, on a la petite bulle que j'ai tracée sur la partie du Jura. Alors nous, je l'ai pas dit en introduction, on a à cheval sur trois départements, sur le Doubs, le Jura et l'Ain, et sur deux régions. Et donc en fait, quand on voit cette carte-là, ben, on se dit en effet, le Haut-Jura, on voit qu'on est sur du rouge assez foncé. Et c'est vrai on génère 4 à 5 millions de nuitées par an, mais il faut le relativiser. Certes, on est au-dessus de la moyenne nationale,
Mais si on se compare aux littoraux et aux Alpes, on est vraiment tout petit, hein. C'est-à-dire que, puis après, à l'échelle de la France, c'est encore pire. C'est qu'en France, il y a à peu près 20 millions de nuitées par an. Et dans le Jura, on en compte 120 000. Donc c'est vraiment très très faible. Voilà, on en représente 1% du tourisme national. Donc c'est très peu. Alors c'est vrai que du coup, on peut se dire, bah, finalement, voilà, il y a du tourisme qui est finalement peu développé. Donc on pourrait faire l'hypothèse que les impacts ils sont faibles. Et en fait, pas du tout. Du fait que déjà, il suffit pas qu'il y ait à partir de peu de touristes, on peut déjà connaître des impacts. Et puis surtout nous, l'effet important, c'est qu'on est vraiment concerné par l'excursionnisme. C'est-à-dire, on l'oublie souvent quand on parle de tourisme, c'est que des secteurs comme nous, qui sont un peu l'espace récréatif des urbains de proximité, on est très très fortement impacté par des pics de fréquentation, notamment les week-ends où il fait beau. Parce que voilà, il y a ça, à moins de une heure et demie de route, on a des millions de personnes qui peuvent accéder assez facilement au territoire. Voilà, donc ce qui fait que les impacts, ils sont bien présents, même si ils sont pas toujours palpables, ils sont pas toujours mesurables, ils sont pas toujours mesurés déjà, et ce qui fait qu'ils sont pas toujours reconnus. Et ça, c'est un des gros enjeux, c'est un moment de faire reconnaître cet impact sans l'exagérer, sans le diminuer non plus. Alors, les impacts sur les ressources, ils sont bon, c'est assez évident, hein, c'est l'artificialisation des sols. Alors sur la ressource en eau, c'est des consommations, des pics de consommation qu'on constate en hiver, en été, sachant qu'un touriste consomme 3 à 5 fois plus d'eau que lorsqu'il est chez lui. Voilà, ça c'est des statistiques qui le montrent. Donc, ce qui fait que c'est impactant pour les territoires. Il y a de l'énergie aussi qui est consommée, évidemment, il y a des déchets. Sur l'environnement et la biodiversité, bah, les impacts ils sont au niveau des piétinements des sols et ils sont surtout au niveau des transports. C'est-à-dire qu'un touriste, c'est 80% de ses émissions, ils sont liés à son mode de transport quand il vient sur son lieu de vacances. Et nous, le territoire du Haut-Jura, voilà, on est très peu, on est bien irrigué par des routes des autoroutes à proximité. Par contre, en termes de transport en commun, transport public, on est un petit peu, voilà, on n'est pas très bien, on est un petit peu enclavé, ce qui fait que beaucoup de déplacements, plus de 90% des touristes viennent sur le territoire parc en voiture individuelle. Voilà, alors tout ceci fait qu'on s'interroge en fait sur la perception qu'on peut avoir de ce tourisme et surtout la gestion de ses impacts. Bon, on va y revenir un petit peu après, mais c'est pour vous ouvrir un petit peu les sujets qui nous interpellent depuis déjà plusieurs années. Alors, qui dit double saisonnalité dit double fragilité, parce qu'en fait, on va accueillir du monde en été, puis on va en accueillir en hiver, et puis avec l'allongement des saisons, on va en accueillir de plus en plus au printemps et à l'automne, ce qui fait qu'à un moment, voilà, on a le territoire finalement, il respire, les moments de respiration sont assez restreints, même s'il y a toute une réglementation qui fait qu'on va protéger certains espaces. Il n'empêche que le constat qu'on fait, c'est donc qu'en été, on connaît les pics de fréquentation parce que le Haut-Jura, on est connu et reconnu pour être un peu un espace de fraîcheur. Alors notamment, je prends l'exemple de la ville de Lyon où voilà, on peut rapidement en été atteindre 35, 40, plus de 40 degrés. Et nous, on va être un petit peu cette zone encore privilégiée où on a des journées qui sont relativement fraîches, hein, même si on connaît aussi des pics de chaleur. Et voilà, et c'est là qu'on peut rencontrer un certain nombre de problèmes au niveau de l'accueil, surtout sur des sites qui n'ont pas, historiquement, qui n'ont pas vocation à accueillir tant de public. Et c'est un peu le souci, c'est qu'on a des sites qui sont plus ou moins mis en tourisme, alors qui peuvent accueillir des milliers de personnes comme Cascade du Hérisson, mais après on a plein de micro-sites qui, eux, sont pas du tout adaptés. Donc ça, c'est un peu un enjeu. Et sur les sites aquatiques, typiquement, c'est là qu'on rencontre le plus d'enjeux parce que, bah, paradoxalement, c'est en été où il y a le moins d'eau et finalement, c'est là qu'on retrouve le plus de fréquentation. Alors que c'est à ce moment-là où il faudrait qu'on laisse un petit peu tranquille les rivières et les lacs. Et ce qui fait qu'on a vu apparaître des tensions sur certains territoires où bah, concentration de fréquentation ne fait pas toujours bon ménage avec des lacs qui sont souvent des réserves d'eau potable pour les habitants. Voilà, donc il y a un moment, il y a une acceptation qui se fait plus, et donc il peut y avoir des réactions assez épidermiques et des décisions qui peuvent être prises au niveau des élus.
Après, le risque aussi, alors c'est moins sur le thème du lot, mais sur le thème de l'eau, mais quand même, sur les nouveaux risques qu'on voit apparaître, bah, c'est des activités qui ferment. On fait plus de randonnée en été lorsqu'il y a des risques d'incendie, mais c'est également par rapport à des rivières qui ont un niveau trop bas, c'est bah, l'arrêt d'activité comme le canyoning ou le canoë-kayak. Voilà. Donc ça, c'est des conséquences économiques aussi sur des prestataires qui, bah, du coup, sont obligés d'arrêter d'exercer. Alors, il y en a qui arrêtent en canoë, ça peut arriver qu'on arrête le 5 juillet. Le canyoning, l'année dernière, ça a arrêté le 15 août. Voilà. Donc, il y a un moment toute une partie de l'activité qui va se retrouver tronquée. Et puis, sur l'allongement des saisons, je l'ai déjà évoqué, qui fait que, voilà, on devient attractif de plus en plus, longtemps dès le mois de mai-juin et puis jusqu'à fin octobre, en fait, par rapport au phénomène un peu de prolongation de la belle saison. Et en hiver, j'ai envie de dire rebelote, c'est que avec le changement climatique, on a raréfaction de l'enneigement naturel. Donc, ce qui fait que comme on aime pratiquer le ski de fond et qu'on a structuré aussi une offre pour pouvoir la proposer au maximum, ben, on a des sites de repli qui se retrouvent très fréquentés quand on a un manque d'enneigement. Donc finalement, tout le monde se retrouve au même endroit. Et comme ces sites de repli, c'est des sites d'altitude, c'est là également il y a le plus d'enjeux par rapport à la biodiversité. Donc finalement, voilà, on vient appuyer un petit peu, encore un peu plus, là où ça fait déjà mal par rapport à des rangements de faune. Et alors par rapport à ça, il y a des réflexions qui sont en cours. Alors, l'enneigement artificiel, il est engagé depuis déjà très longtemps. Mais voilà, on est toujours un peu encore dans ces logiques d'investissement sur la neige artificielle. Et après, alors l'enneigement, je l'ai mis aussi sur le ski nordique. Alors la charte du parc interdit formellement l'enneigement artificiel des pistes de ski de fond. Mais voilà, c'est une charte, ça dure une douzaine d'années. Et voilà, on n'est pas à l'abri que ce soit des sujets qui reviennent, notamment dans le cadre de la future charte du parc, là, qui est en train d'être élaborée. Et après, les acteurs travaillent aussi à essayer de déplacer les pistes qui sont un petit peu plus vulnérables parce qu'elles sont mal exposées, de les remettre. Alors souvent, les coins les plus frais, c'est en forêt, et c'est là qu'on retrouve aussi nos enjeux de biodiversité. Donc voilà, on est quand même souvent confronté à des problèmes de cet ordre-là. Puis après, sur le ski alpin, alors là, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. Ça, c'est lié au fait qu'on a des micro-stations qui sont des petites stations avec des petites remontées mécaniques. Donc, bon, beaucoup sont condamnés, mais continuent encore à vivre, hein. Finalement, on a peu de fermetures sur les dernières années. Par contre, il n'y a pas d'investissements qui sont refaits sur ces micro-stations, ou très peu. Et après, on a trois grandes stations qui ont suivi des stratégies complètement opposées. Alors, on va citer Métabier parce que alors, c'est assez connu, c'est que voilà, eux ont fait le choix de ne plus réinvestir lourdement dans l'enneigement artificiel et dans du nouveau matériel. Donc, ils ont commencé à prendre le virage de la transition, hein, en se disant on ne réinvestit plus et on passe à autre chose. Et puis à côté de ça, on a deux grandes stations qui sont les Monts Jura et la station des Rousses qui, elles, continuent. Alors, elles sont peut-être moins vulnérables et les études Climsnow ont été plus positives pour elles, ce qui fait que elles continuent sur voilà, de l'enneigement artificiel, de la réserve, des réserves collinaires pour pouvoir garantir en fait un minimum de ski même en neige artificielle, mais c'est aussi pour pouvoir faire tourner tout l'écosystème autour du ski alpin, qui est quand même non négligeable sur le Haut-Jura. Florian, juste pour compléter Oui, tes propos et vas-y. peut-être les illustrer un petit peu, faut vraiment s'imaginer une carte du parc sur lequel ces impacts, c'est des petits points de lumière qui vont s'allumer, s'éteindre en fonction de la fréquentation, mais aussi en fonction de la météo, du changement climatique, des évolutions sociétales et touristiques. Comme l'a dit Florian, on prend des vacances maintenant un petit peu toute l'année, ce qu'on appelle les micro-aventures. On a beaucoup d'itinérance maintenant qui se fait septembre, octobre, voire novembre. Aussi dès le mois d'avril jusqu'à novembre. Donc on a vraiment cette pression sur les milieux qui est de plus en plus constante et de plus en plus marquée. Avant, on observait vraiment cette double saisonnalité. Maintenant, on a vraiment ces petits points qui s'allument sur l'ensemble des sites qui peuvent être fragiles. On y reviendra un petit peu après. Encore faut-il pouvoir caractériser finalement ces impacts, ces alertes. On sait qu'il y a forcément à un moment donné un impact, mais il faut pouvoir le caractériser. Mais on en reparlera un petit peu plus tard.
Donc là, on a fait un petit peu un bilan de la situation qui, effectivement, on voit qu'il y a commence à y avoir des endroits où ça va gripper, en tout cas, entre ces questions d'eau, de tourisme, que le système de montagne, effectivement, il est quand même sous pression parce que c'est un système qui attire pour différentes raisons. Je pense que ça parle notamment à nos amis de PACA qui nous écoutent parce qu'ils ont aussi ces questions-là. Mm. Donc, en fait, là-dessus, il y a en plus le volet communication. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ce volet communication, comment il vient interférer avec cette situation déjà qui est un peu peut-être parfois complexe? Oui. Alors bah là, on a mis en exemple voilà, un exemple qui est hyper révélateur. Quand je disais que l'eau chez nous, elle est omniprésente et que c'est un facteur d'attractivité, on a une partie, alors on n'a pas mesuré, mais je pense que dans 80% des outils de communication qui sont portés par les grands communicants, alors chez nous, ça va être les comités départements du tourisme, bah, comme celui du Jura, c'est une illustration. On a Montagne du Jura aussi, qui a une marque de destination. Et l'eau, on la retrouve sur tous les outils. C'est vraiment un élément hyper important de la communication. Donc, ce qui fait qu'on est devenu ben, un territoire attractif pour son eau, été comme hiver. Et ça, ben, ça s'accompagne de certains désagréments, donc des effets indésirables. Et typiquement, alors là, voilà, c'est un des exemples qu'on avait retrouvé qui avait fait pas mal de bruit. Alors, c'était suite au premier confinement où là, bon, comme plein territoire, on a été littéralement envahi. Depuis, on a retrouvé des fréquentations un petit peu plus normales. Mais ce qui fait que bah, plus on a de monde, plus on a de cas un peu de pratiques un peu déviantes. Et là, typiquement, sur cette cascade des Tuffes, alors on est hors parc, hein, on n'est pas dans le parc du Haut-Jura, on est à quelques dizaines de kilomètres. Mais voilà, c'est vraiment le genre d'effet indésirable de cette communication qu'on subit avec les réseaux sociaux également, voilà, des choses, des gens qui sont très très suivis, qui fait que bah, à un moment là, c'est cette communication-là qui est peut-être la plus écoutée, qui a une super audience, sur des sujets aussi du bivouac et de présence de camping-cars et de minivans, parce qu'on a été aussi, on est fortement aussi impacté par rapport à ça, où voilà, on va retrouver des communications de blogueurs alors là, cette toile-là, on l'a choisie aussi parce qu'on voit un espace qui a été complètement piétiné et brûlé. Et en plus, on a une petite place de feu. Et ça, nous, c'est typiquement le genre de pratique qu'on retrouve sur un bon nombre de lacs. J'ai pas dit des lacs, on en a une vingtaine qui sont accessibles au public, donc de plus ou moins grosse taille. Et voilà, donc à chaque fois, on a ce phénomène-là qui se répète. Donc voilà, c'est assez important comme problématique. Après, alors là, l'exemple de la cascade des Tuffes, c'est qu'à un moment, bah, faut prendre des décisions. Donc là, ça a été de alors, sensibiliser, puis en même temps interdire, puisque ça, c'est le village des Planches près d'Arbois, où il y a le stationnement qui est devenu interdit. Donc, ce qui fait que les gens sont amenés à se garer assez loin pour pouvoir accéder à la cascade, pour limiter la fréquentation. On a des rivières qui sont prises d'assaut aussi, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à des périodes d'étiage où voilà, les rivières sont un peu en souffrance et c'est là en plus où les gens vont avoir envie de se stationner, de se prélasser. Donc là, c'est un article qui était paru aussi sur la rivière d'Ain avec les problèmes d'incivilité. Et puis là, on voulait aussi mettre en évidence. Alors là, on est un peu on vous montre un peu le cumul de problèmes. Hein, on s'excuse, c'est pas très positif. Bon, c'était un peu aussi le but de la présentation. On a aussi des rivières qui sont polluées, alors pas par le tourisme. Et là, c'est l'exemple de la rivière Bienne, qui autrefois était une rivière très réputée pour son poisson. C'est un spot aussi pour les pêcheurs de niveau national, voire européen. Et voilà, donc là, c'est plutôt lié aux activités de l'homme hein, qui fait que c'est une rivière qui est polluée. Alors la trace verte, c'était pas une pollution, évidemment. Enfin, vous connaissez le principe de coloration de l'eau, ce qui a été fait pendant le passage du Tour de France pour alerter justement sur les menaces qui pèsent sur la Bienne. On a aussi, alors la double réalité par rapport au manque de neige, où on va essayer de sauver l'outil de production à tout prix avec de la neige artificielle. Donc là, c'est des paysages qu'on a quand même qu'on retrouve de plus en plus souvent, hein, avec juste la bande de neige pour pouvoir assurer les cours de ski. Et puis à droite, c'est le lac de Vouglan voilà, qui a une bande de marnage qui peut être plus ou moins présente tôt dans la saison.
sachant qu'il y a un niveau garanti sur le lac de Vouglan jusqu'au 30 août pour faire la saison touristique, mais c'est pas rare que voilà, très très vite dans la saison, on retrouve cette bande de marnage, ce qui fait que les activités, pareil, sont vite rendues impossibles, voire interdites du fait des pentes, ce qui fait qu'à partir de certaines côtes, la baignade est carrément interdite pour des questions de sécurité. Au final, là, effectivement, on a fait un focus sur les différentes actions touristiques ou les activités touristiques qui sont impactées, mais vous avez fait un bilan de ces questions posées et finalement, quelles sont les actions en cours pour essayer d'améliorer les choses? Alors, les questions qu'on s'est posées, donc c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Alors, il y a le parc qui se les pose, puis il y a le territoire. Et c'est vrai que alors, ce qu'on a mis là sur l'introduction de la slide, c'est qu'on a beaucoup de questions, mais avec encore peu de réponses, parce que c'est des sujets qui sont alors, finalement relativement nouveaux ou qui réapparaissent de manière conjoncturelle. Alors, les alternatives face au manque de neige, ben, c'est vrai que ça, c'est une question. On parle beaucoup de tourisme 4 saisons. Nous, on parle plutôt de désaisonnalisation des activités, puisqu'on se rend compte qu'on va pouvoir pratiquer le vélo été comme hiver. Donc, ça fait partie des solutions à apporter. Les alternatives face au manque d'eau, alors là, c'est un gros souci par rapport à la qualité et la quantité. Donc ça, on n'a pas non plus les réponses, mais voilà. Puis après, il y a la question de la prise de conscience. Alors, comme je disais, conjoncturel, c'est qu'en fait, on n'est pas encore suffisamment au pied du mur pour peut-être prendre les vraies décisions. C'est-à-dire que par rapport à l'enneigement, on a des saisons très mauvaises, on a pas mal de saisons moyennes, voire des saisons qui sont bonnes. Donc, ce qui fait que bah, le système, il perdure encore dans le temps. Donc, ce qui fait que, à part Métabier qui a vraiment fait le choix voilà, de prendre le virage à 180 degrés, on est encore un peu dans la continuité, finalement. Voilà. Et après, donc nous, les questions qu'on se pose, c'est que, alors, ce que je disais un petit peu en introduction, puis Julien y reviendra, c'est on parle d'impact, notamment sur le milieu aquatique, mais finalement, les impacts, on les connaît plus. On va faire des constats ponctuels, mais finalement, l'impact global de toute cette activité touristique et excursionniste, voilà, on la mesure pas en fait jusqu'à présent. Donc ça rend la prise de décision quand même difficile. Après, il n'empêche que il y a des choses qui se font sur le territoire par rapport à des constats qui ont été faits. Voilà, on n'est pas juste dans le questionnement, on est aussi dans l'action. Alors, ça me permet d'enchaîner sur la suite avec un peu. Alors, souvent, ce qu'on entend, c'est un peu une boutade à ce que j'ai mis que fait le parc. On entend plutôt que fait la police. Mais que fait le parc par rapport à la fragilité des milieux et aux impacts que peuvent avoir les usagers sur les différents sites? Et donc là, on vous a mis un exemple alors c'est pas une réglementation, c'est une zone de tranquillité qui a été créée pour justement canaliser les flux, pour essayer de réguler un petit peu des pratiques qui sont souvent très disparates sur le territoire. Et voilà, je sais pas si Julien, tu voulais ajouter un petit mot sur ce projet-là. Alors, il y a une question de temporalité qui est assez intéressante sur la mise en place de cette zone de tranquillité de la vie sauvage, qui n'est pas du tout une zone réglementaire, mais qui est, on va dire, un zonage issu de la concertation locale et qui fait suite à, voilà, à la fréquentation accrue des lacs à l'issue du confinement. Et du coup, de manière, on va dire, plutôt informelle, alors autour de la mairie, mais il y a un collectif, on va dire une association de personnes, le gérant du camping, les habitants, le parc, les gestionnaires d'autres sites naturels, qui se sont réunis, qui ont dit, OK, on fait vraiment face à un problème. Alors, comme l'a dit Florian, on n'a pas forcément d'indicateurs très précis, on sait qu'il y a eu du monde. C'est beaucoup du ressenti et finalement du visuel et de l'affect, mais il n'empêche que un gérant de camping, il pourrait avoir la démarche inverse et se dire, bah, moi, plus il y a de monde et mieux je me porte. Mais voilà, on avait atteint aussi, je pense, de son point de vue, on va dire, l'expérience client qui commence à se dénaturer du fait qu'il y ait trop de monde sur ces espaces-là. Donc là, très vite, il y a une solution qui a émergé, c'est la mise en place de ces zones de tranquillité de la vie sauvage. Alors comme ça fait assez réglementaire, c'est des banderoles qui ont été placées à certains points stratégiques autour des lacs et sur les itinéraires de randonnée. Et surtout, il y a eu un dispositif complémentaire avec ce qu'on appelle des maraudeurs. Chez nous, c'est des guides de montagne ou des guides nature qui sont formés à sensibiliser les gens. Et voilà, il y a eu
cette matérialisation sur le terrain, on va dire un peu de l'ordre du pseudo-réglementaire, et surtout des actions de sensibilisation pour alerter les gens sur le fait que bah, il y a une réglementation qui est quand même en place. Le feu est interdit, le camping est interdit, la nage est interdite dans le lac. Et pourquoi? Et on explique pourquoi. Et voilà. Et on se rend compte que 80% du temps, en fait, les gens pêchent surtout par méconnaissance, non pas forcément les codes. Alors, j'aime pas trop le mot code, mais il est vrai qu'on constate, voilà, ce qu'on appelle les primo-excédents à la montagne ou à ce genre de coin font que ben ils n'ont pas du tout idée de comment se comporter et effectivement apporter sa glacière, son barbecue, sa musique, son chien, son paddle, c'est chouette, mais on ne le fait pas partout en fait parce qu'il y a une réglementation et surtout il y a des impacts. Voilà. Donc finalement, on s'est retrouvé dans une action ouais, de conciliation entre acteurs qui a émergé très très vite à chaud derrière ce ressenti et qui était intéressante voilà, à mettre en place et qui perdure encore aujourd'hui et qui va sûrement être améliorée au fil du temps. Après, on a quelques exemples comme ça qu'on va vous énumérer. Ça, c'est le genre d'aménagements qui sont mis en place pour canaliser les flux, alors notamment dans les fameuses zones humides du massif du Jura, où voilà, à droite, vous avez la conque du lac, où il y a ce platelage qui fait l'intégralité, enfin quasiment l'intégralité du tour du lac, là où c'est nécessaire. C'est un site c'est plusieurs milliers de personnes par an, c'est un site qui est très très fréquenté. Et à gauche, vous avez alors là, c'est plus minimaliste comme équipement. Alors là, on est dans l'idée pour justement, c'est de se dire, on va pas interdire complètement l'accès. Par contre, on va vraiment le canaliser pour pouvoir continuer un peu cette double vocation des sites de préserver la biodive tout en permettant l'accès à ces sites. Et ça, c'est quand même voilà, un parti pris assez fort du parc d'essayer toujours au maximum de faire cette cohabitation entre un milieu très naturel qu'on a envie de préserver, mais également l'accès du public, quoi. Donc voilà. C'est des exemples qui sont assez révélateurs. Après, sur un autre sujet, toujours sur le thème de l'eau, il y a une stratégie collective qui a été initiée à partir de 2016 sur le secteur du lac de Vouglan et le secteur des sept lacs. Donc, c'est la région des lacs, hein, c'est le secteur qui concentre le plus de lacs touristiques, on va dire, sur le Haut-Jura. Et donc, c'est un espace de concertation qui a été créé avec le parc en partenariat avec un territoire voisin qui est le Pays lédonien. Et une des actions en fait qui a émergé de on a fait un diagnostic, des choses assez classiques. Les enjeux en fait qui étaient en partie de réguler les flux, essayer un peu de casser la fréquentation qui se concentre sur certains grands sites, dont les cascades du Hérisson, et donc avoir un peu des offres alternatives aussi aux bannières et au déplacement en voiture. Donc, on a souhaité créer une offre basée sur l'écomobilité. Donc, c'est le projet Jurassic Vélo Tour, qui est en fait donc c'est un programme d'aménagement de parcours accessible plutôt à la demi-journée pour voilà, aller à la découverte des différents milieux aquatiques qu'on va trouver le long des parcours. Et donc ça vient, on est un peu dans l'air du temps aussi par rapport à une offre vélo qui est de plus en plus demandée des clientèles touristiques. Donc c'est aussi pour répondre à une clientèle touristique. Donc clairement, on est sur du développement touristique, hein, mais on essaie de le concentrer sur des pratiques plutôt douces et le plus respectueuses possible de l'environnement. Je ne m'étends pas trop dessus, hein, mais c'est un gros projet voilà, qui a été mené à partir de l'année 2020. Juste rajouter qu'il y a un double positionnement avec ce produit-là, c'est partir aussi du principe, Florian l'a dit à demi-mot, mais qu'il y a aussi un tournant au niveau de tourisme sur lequel, en tout cas le tourisme de nature, où on lève le pied. Le tourisme purement sportif, il existe encore. Il y a certaines destinations dont c'est vraiment la spécialité. Mais en tout cas, sur le Jura, on est sur un positionnement famille, premier accès à la montagne. Donc il y avait aussi cette volonté de s'adapter voilà, à l'offre. Et du coup, ça permet bien plus facilement de valoriser l'environnement dans lequel va s'inscrire cette pratique-là. Si on prend une piste de descente en vélo, l'environnement de pratique, il est peu, voire inexistant pour le pratiquant, si ce n'est sur sa capacité à faire des sauts ou des virages relevés, etc. Là, on est vraiment sur une approche, plus on relève la tête et on prend conscience de l'environnement dans lequel on pratique et on raconte des histoires autour de ça. Et il y a vraiment une histoire qui est racontée autour de l'eau sur le massif à travers ce produit touristique-là.
Après un autre exemple, je vais passer rapidement parce que là, on n'est plus du tout en lien avec le thème de l'eau, mais juste pour illustrer un petit peu la diversité aussi d'intervention du parc. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le principal impact carbone d'un touriste, c'est son mode de déplacement. Donc ça, c'est une action qui a été développée depuis 2018 sur la station des Rousses. Et c'est un système d'acheminement en fait des clientèles touristiques depuis les gares TGV de Dole et de Dijon. Et en fait, voilà, ça permet de répondre aussi à des besoins de gens des urbains qui n'ont pas de voiture et qui surtout, qui en hiver veulent absolument pas venir en montagne, qui sont pas équipés, qui ont peur de rouler sur la neige. Donc voilà, il y a plusieurs vocations à ce projet-là, mais ça permet, voilà, de limiter. Alors c'est pas par rapport au flux de voitures, c'est pas non plus 50% des voitures qui sont enlevés de la circulation, mais voilà, il y a quand même un impact qui est non négligeable de cette offre-là, qui est toujours présente sur le territoire, hein, et qui rencontre son succès, et qui intéressante aussi sur l'aspect financier, c'est que l'intégralité du prix est répercutée sur l'usager. Donc il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de prise en charge de coûts de fonctionnement par la collectivité. Voilà, donc c'est assez, c'est un projet qui est quand même aussi intéressant sur cet aspect-là, qui est pas trop impactant sur les finances publiques locales. Donc Julien, ben, je te laisse enchaîner. Oui. Euh, Sur la partie conciliation des usages, on voulait aborder avec vous un programme qui s'appelle Quiétude Attitude, qui est porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura, qui a été créé à la base avec le Parc naturel régional du Ballon des Vosges. Et vous allez le voir, c'est un peu un programme chapeau global qui essaye de répondre un peu à l'ensemble des problématiques qu'on a énumérées précédemment. Tu peux avancer. Juste un petit mot de contexte avant pour bien comprendre voilà, ce contexte dans lequel ce programme est né. On ne va pas s'attarder dessus, Florian l'a bien expliqué, on assiste vraiment à une mutation des territoires de montagne, et notamment sur la structuration, on va dire, touriste, enfin, du point de vue du tourisme, et comment celui-ci est organisé sur son territoire. Donc on a de plus en plus, là où avant on était en mode fonctionnement plutôt par silo et vraiment compétences, les collectivités avaient chacune leurs compétences, on est beaucoup plus aujourd'hui dans un mode de gestion concertée où on associe des acteurs qui ont forcément la compétence de développement touristique, par exemple, mais pas que. La place est de plus en plus faite aux habitants, aux professionnels, aux encadrants de sport de nature, par exemple, etc. Donc, on a vraiment une émergence aujourd'hui qui est incontournable de ce mode de gestion concerté. Et puis, forcément, une prise de conscience de l'impact du changement climatique sur les milieux naturels. Aujourd'hui, en tout cas, sur le territoire du Jura, on assiste maintenant à, on va dire, une systématisation de prise en compte de cet enjeu-là, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années encore en arrière. Et puis forcément, on l'a vu, des évolutions des pratiques touristiques et sportives, la multiplication et aussi la mutation. On a aussi un rapport à la nature qui change, où on sent que les gens ont aussi besoin de se connecter un petit peu plus à l'environnement dans lequel ils vont venir passer leurs vacances ou même pratiquer un sport ou un loisir en pleine nature. Tu peux avancer. Alors, quiétude-attitude, ce qui caractérise ce programme, c'est sa transversalité, son approche transversale. C'est un programme qui va s'adresser à la fois aux professionnels du tourisme et à la fois aux pratiquants, avec aussi un ensemble d'outils, dont un observatoire qui nous permet d'avoir au fil de l'eau et on va dire en temps continu de la donnée sur de la fréquentation. On a un outil qui s'appelle Outdoor Vision qui est développé par le ministère des Sports et qui permet d'agréer des traces GPX d'utilisateurs. Donc ça permet voilà, d'avoir un petit peu des cartes de chaleur sur les endroits qui sont fréquentés par les pratiquants, mais aussi des compteurs de passage, etc., etc. Et puis des outils un peu plus de terrain aussi qui servent à la fois aux professionnels et aux pratiquants. Le maraudage, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur ces accompagnateurs montagne qui vont à la rencontre des pratiquants pour leur parler de l'environnement dans lequel ils sont à l'instant T. Et puis des mallettes pédagogiques ou d'autres outils qui permettent voilà, d'améliorer la communication et la sensibilisation comme de la signalétique ou autre. Tu peux avancer. Sur le volet vraiment professionnel du tourisme, on a un petit peu identifié les quatre points qui, selon nous, semblent indispensables pour pouvoir
avancer et aller sur vraiment une transition des modèles touristiques et structurels des activités et loisirs de sport de nature. Il y avait déjà le fait de pouvoir mobiliser les socioprofessionnels autour de cette question. Donc on a aussi de plus en plus d'attentes. C'est quelque chose qui nous remonte de plus en plus. Là où il y a quelques années encore, nous on était plutôt en apporteur d'informations, c'était très descendant. On était considérés peut-être comme des précurseurs sur ces questions-là et elles passaient peut-être au second plan, mais en tout cas aujourd'hui, on a une vraie attente de la part des socioprofessionnels qui ont vraiment intégré ces effets du changement climatique, ces évolutions sociétales dans leur activité et qui le constatent forcément au quotidien. L'idée aussi, c'est de co-construire un modèle touristique durable et d'intégrer autant que possible les acteurs qui font la mise en tourisme. On parlait de la communication touristique tout à l'heure, c'est un point qui est très important. C'est pas un travail facile puisqu'on a aussi des enjeux et des finalités qui sont différentes. Si on prend l'exemple de Montagne du Jura dont parlait Florian tout à l'heure, qui fait vraiment la communication à l'échelle nationale ou internationale, on est encore sur le fait de faire venir du monde sur le massif du Jura, entre guillemets, à tout prix. C'est en train de changer, mais aujourd'hui, on se pose la question, et l'ensemble des acteurs, une bonne partie des acteurs du territoire, se pose la question de savoir si réellement on a besoin d'accueillir plus de monde ou si plutôt on a besoin d'accueillir différemment, d'une manière plus qualitative, en donnant le mode d'emploi du territoire pour l'apprécier aussi d'autant plus. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est de pouvoir emmener l'ensemble des acteurs qui font les mises en tourisme. Et puis, on essaye aussi de développer des formations au parc pour les socioprofessionnels, pour les offices de tourisme, et aussi, on va dire, d'influer sur les centres de formation. Je pense notamment au centre de formation des sports de montagne, dont on a la chance d'avoir un des bâtiments en tout cas sur le Jura, où tous les accompagnateurs de montagne, les moniteurs de ski au niveau national passent par ce centre de formation. Et il y a très peu de messages qui sont relayés sur l'environnement, sur les potentiels impacts de leurs activités et de leurs clients dans le futur. Donc on travaille aussi avec ces organismes pour pouvoir à un moment donné adapter les formations à ces socioprofessionnels du futur. Et puis un petit peu moindre, mais c'est un volet quand même important, sur la partie événementielle sportive, qui se développe aussi, qui a explosé ces dernières années. Comment on accompagne les organisateurs à des pratiques plus vertueuses, à des parcours qui soient le moins impactants possible, etc., etc. On peut avancer, Florian. Et puis l'autre pendant, c'est vraiment le volet pratiquant. Donc là, on est plutôt sur des actions vraiment de communication. L'idée, c'est d'avoir un ensemble d'actions de communication et de sensibilisation qui soient positives. L'idée, c'est pas d'être dans l'alarmiste, c'est de vraiment donner les bonnes infos et de pouvoir proposer des éléments de langage, déjà de compréhension d'une part, et ensuite les éléments de langage qui sont associés à ces enjeux, à ces problématiques. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un parti pris positif en disant on peut continuer à faire le tourisme. L'idée, c'est pas de ne plus avoir de tourisme sur le massif du Jura ou de ne plus pratiquer d'activités ou de sport de nature, mais de le faire différemment en ayant conscience des impacts que cela peut engendrer. Et puis, c'est aussi leur proposer des outils qu'ils peuvent utiliser de manière autonome. On en a déjà. On a un outil qui s'appelle Au Jura Rando, qui propose un certain nombre d'itinéraires sur le massif et qui met aussi en avant très fortement ces aspects environnementaux, réglementaires aussi, parce qu'on a un maillage réglementaire environnemental qui est très dense sur le territoire. Donc, il faut porter à connaissance et que les pratiquants puissent s'approprier également, ce qui n'est pas forcément évident, même pour les professionnels. Donc, on a un vrai enjeu aussi de vulgarisation par rapport à ça. Et puis, sur le côté aussi, bonne pratique. Tu peux avancer. Très rapidement, en fait, on a dans le cadre de ce programme, on est parti vraiment dans la partie haute de l'entonnoir pour petit à petit descendre dans le concret. On a identifié, on va dire, 3 familles de milieux qui, selon nous, et des enquêtes de terrain, aussi des entretiens qu'on a fait avec des professionnels, des milieux qui sont sous pression du fait des pratiques récréatives et sportives et du tourisme sur le territoire. Donc, on a forcément les milieux humides, les lacs, rivières et les cascades, on en a largement parlé au cours de cette présentation, mais aussi les forêts, les falaises, les prairies, les pelouses et les alpages, avec peut-être des enjeux qui sont un peu plus forts, mais en tout cas, ils sont transversaux, hein, ils ne sont pas du tout cloisonnés et inféodés à ces milieux,
mais en tout cas avec des enjeux qui sont un peu plus prépondérants sur certains types de milieux. Pour l'eau, par exemple, on est sur vraiment l'enjeu, c'est de préserver la ressource en eau. On l'a peut-être pas forcément dit au cours de la présentation aussi, mais le Jura étant un milieu karstique, en gros, l'alimentation en eau potable se fait par les lacs qui sont présents sur le territoire, et ces lacs sont aussi le support à l'activité touristique. Donc voilà, comment on arrive à concilier tout ça. Tu peux avancer. Là aussi, très rapidement, juste vous dire que dans le cadre de ce programme, on a identifié du coup 8 sujets qui étaient pour nous primordiaux et qui sont le cœur des messages quiétude-attitude et qui vont autant du respect des itinéraires balisés de la propriété privée que les problématiques liées au feu, aux déchets, aux activités nocturnes ou aux nuisances sonores. Tu peux avancer. Là aussi, je vais passer assez rapidement. C'est vraiment la déclinaison, on va dire, marketing et communicante, avec la volonté d'avoir des messages qui soient assez simples et assez forts. Là, c'est vraiment des éléments qu'on est en train de travailler en ce moment. On déploie la stratégie de communication courant 2024. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir des messages qui soient à la fois percutants et qui soient retenus par les usagers, qu'ils soient locaux ou touristes. Avancer. Voilà, ça c'était un autre exemple de chapeau par sujet. Tu peux avancer, c'est pas forcément très. Voilà, et autre élément sur lequel je voulais m'arrêter quelques minutes, c'est la formation à destination des socioprofessionnels. Donc régulièrement, on organise sur l'ensemble du territoire, donc c'est assez chronophage, des cycles de formation, plutôt journée d'échange. J'aime pas trop le mot formation, mais l'idée c'est vraiment d'avoir forcément un apport de connaissances, mais aussi de la mise en situation. Et par exemple, ça se traduit pour la journée quiétude-attitude par la notion de dérangement, par exemple, des espèces. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est que le dérangement? Pour vraiment se mettre d'accord sur la définition et sur l'impact finalement que l'on peut avoir dans le milieu naturel, hein, que l'on soit à pied, en vélo, ou en courant, etc. Et puis surtout, après, avoir encore une fois des éléments de langage et de compréhension que l'on peut amener à ces socioprofessionnels qui sont vraiment de tout horizon différent. Donc on a autant des loueurs de matériel, de ski, de VTT, de kayak, etc., que les loueurs de meublés, que les offices de tourisme, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer lors de ces journées le plus possible de profils pour qu'il y ait vraiment des échanges. Et on a aussi un système de jeu de rôle qui permet à chacun de se retrouver à un moment donné en situation et de pouvoir amener des éléments de langage à son client quand une personne vient chercher une paire de skis de randonnée nordique ou louer un kayak, et voilà, amener aussi quelques éléments d'information sur le milieu dans lequel ils vont pratiquer cette activité. Merci pour ce tableau très complet des actions en cours. On voit que au-delà des faits, effectivement, qui font que il y a une pression sur les milieux et un changement potentiel d'actions touristiques possibles sur le territoire, il y a une prise de conscience, qu'il y a même une participation des acteurs touristiques à la démarche. De votre côté, en fait, quelles sont les pistes que vous souhaitez explorer dans les années à venir, sachant qu'effectivement, la transformation n'est pas terminée? Tout à fait. Il y a plusieurs éléments. Il y a deux éléments que j'ai fait apparaître sur cette diapo-là, et puis un troisième élément dont aussi je voulais échanger avec vous qui me paraît vraiment intéressant. C'est déjà l'idée de pouvoir apporter des réponses à des échelles différentes. Alors des échelles surtout temporelles, on l'a vu tout à l'heure. On a eu besoin très longtemps de réponses immédiates. Voilà, il y a un souci, il y a entre guillemets une bombe à désamorcer. Rappelez-vous ces points rouges qui s'allument. À un moment donné, il faut pouvoir dire, OK, nous on a des outils pour limiter ou essayer de limiter en tout cas l'impact d'une fréquentation qui serait trop importante pour un milieu, un lac, une cascade ou autre. Voilà, donc il faut que nous, parcs, on puisse être dotés de cette boîte à outils d'intervention, c'est comme ça qu'on la nomme, qui permettent voilà, de gérer de manière un peu urgente les flux à l'aide d'une signalétique temporaire, d'une mise en défense ou des actions de sensibilisation à l'aide de personnes qui sont en capacité de le faire sur le terrain. Ça, on sait que c'est quelque chose qui, le contact humain, la relation humaine, c'est pas forcément évident à mettre en place, mais on sait que ça marche beaucoup mieux qu'un panneau que l'on va placer sur un itinéraire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est une réponse immédiate. Et puis, plus ça va, plus on se dit qu'il faut qu'on puisse anticiper, si on veut construire de manière durable un tourisme qui soit viable pour tout le monde, de pouvoir apporter des réponses à plus long terme. Ces réponses,
il faut qu'elle soit déjà qu'on puisse avoir un état des lieux et pouvoir de manière assez fine, on ne le fera jamais de manière ultra précise, mais en tout cas d'avoir des indicateurs qui nous permettent de dire, OK, la fréquentation, il faut qu'on puisse la quantifier et on puisse la qualifier aussi au regard de l'environnement dans lequel l'activité ou le site en tout cas s'inscrit. Donc, les effets de sensibilisation, eh ben, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément en réponse immédiate, mais ça se construit aussi sur le moyen et le long terme. La communication, on l'a vu avec quiétude, attitude, les zones de quiétude aussi, hein, qui peuvent être une réponse immédiate, mais si on veut que ça perdure dans le temps et que les effets continuent, il faut y travailler, il faut animer tout ça. Et moi, vraiment, un élément qui me paraît important, et je l'ai vécu, ça c'est un retour d'expérience que je peux partager, qui est vraiment intéressant avec les canyonistes du territoire, avec qui j'avais très peu de relations. En fait, moi, je travaille beaucoup avec finalement les représentants des différents professionnels, donc les accompagnateurs en montagne, les moniteurs de ski, les moniteurs de vélo, et les canyonistes, c'était un groupe de professionnels avec qui j'avais assez peu finalement de contact. Et puis, ça s'est fait depuis 2020. À leur demande, en se disant, bah, en fait, nous, on se fait découper tous les étés, notre activité, elle a jamais autant marché, mais on n'est pas satisfait parce qu'on a l'impression de travailler finalement presque en tourisme de masse, dans des périodes de fort étiage. On n'est pas, enfin voilà, l'expérience client aussi qu'on propose à nos clients, elle n'est pas satisfaisante et on a monté ce groupe de travail l'année dernière pour essayer de structurer un petit peu tout ça et de voir quelles sont potentiellement les évolutions possibles de leur activité. Sachant qu'ils sont, on parlait un peu de pessimisme tout à l'heure, eux sont très clairs sur le sujet. Le premier levier d'action qu'ils vont actionner, c'est la double professionnalisation. C'est qu'en en fait, ils partent du principe que leur activité sur le Jura, potentiellement, dans 10-15 ans, elle sera plus praticable. Donc, on est voilà, sur une prise de conscience qui est très forte, mais qui permet aussi, à un moment donné, de créer des espaces de travail qui sont vraiment intéressants parce qu'on a passé un peu cette période un peu de déni où se dire non, mais on va pouvoir continuer encore. Là, c'est très clairement eux qui disent non, dans 10 ans, on pourra plus le faire. Et j'ai aussi cet exemple où on a créé ce groupe de travail suite à une première réunion organisée par les services de l'État par rapport à la prise de l'arrêté sécheresse et notamment la date d'arrêté de ces activités, où le préfet tournait un petit peu autour du pot. Et puis à un moment donné, c'est le représentant du groupe qui a dit non, mais c'est terminé, on arrête demain, il n'y a aucun problème. Non, nous, on n'est pas satisfait de nos conditions de travail, c'est plus possible. Niveau sécurité, voilà, donc en fait, finalement, il y a des choses où on se dit, bah ok, il va y avoir un lobbying des professionnels autour de dire, bon, on va pousser la date le plus loin possible. Finalement, ce sont eux qui demandent à ce que ce soit arrêté. Alors, c'était un contexte particulier, ils avaient déjà fait un bout de saison qui était bien, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un enjeu à structurer de manière assez fine ces groupes de travail, à la fois sur l'activité actuelle, mais aussi sur le futur et les éventuelles modifications, évolutions de l'activité. Et puis, dernier élément, j'en aurai fini après. Ça, c'est aussi quelque chose qui a émergé l'année dernière avec Florian. On s'est dit, on est toujours finalement à répondre dans l'urgence, hein, donc du coup, c'est le niveau 1, réponse immédiate. Et puis, on manque toujours d'indicateurs, on n'arrive pas, c'est surtout du ressenti, de l'émotionnel. Je me rappelle d'exemples très concrets d'une commune qui voulait aménager les bords d'une source qui était a priori très fréquentée. Donc, ils étaient prêts à mettre 20 ou 25 000 euros sur la table pour aménager le site. Mais finalement, au regard de quoi, on n'a jamais su. Est-ce que pour un administré, bah, c'était surfréquenté, pour un autre, oh bah non, moi je trouve que c'est très acceptable. Donc finalement, sur quoi on se base? Quel est le constat et quels sont vraiment les indicateurs pour que on se dise, OK, là, il faut qu'on aménage ou au contraire qu'on désaménage, parce que c'est aussi une idée qui fait son chemin de se dire, bah, peut-être qu'il y a des sites qu'il faut désaménager, rendre moins accessibles. C'est peut-être le prix à payer, mais en tout cas, c'est aussi une idée qui fait son chemin. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler dès 2024 à déployer une méthodologie d'analyse des sites qui soit globale et qui permette de nous dire, OK, moi je suis une commune, je pressens une fréquentation accrue qui peut nuire au milieu naturel ou qui peut ne pas être en adéquation avec les activités agricoles, parce qu'on n'a pas forcément trop parlé de ce sujet-là, mais aussi il y a tout le volet conciliation des usages qui est extrêmement important. On a l'AOP comptée sur le territoire qui fait qu'on a une forte pression agricole aussi, et qu'il faut que tout ça cohabite. Donc voilà, au regard d'un certain nombre de paramètres à définir, se dire, OK, ce site-là, il a un seuil de vulnérabilité qui est de temps. Alors les indicateurs sont à définir, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette méthode qui nous permette de se mettre d'accord sur un seuil qui serait
acceptable, peu acceptable, voire inacceptable. On ne sait pas comment on va quantifier tout ça, mais en tout cas d'avoir un langage commun qui nous permette ensuite de pouvoir passer à des actions concrètes d'aménagement, de désaménagement, de sensibilisation ou de création de produits touristiques, etc., etc. Donc voilà, vraiment le message que l'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est l'importance de cette approche globale. Nous, Parc, on est souvent tout de suite identifié comme étant voilà, les milieux naturels, la protection des environnements, etc. Voilà, on se doit de ne pas avoir que cette approche-là et de prendre vraiment l'intégralité des paramètres, qui soient agricoles, partage de l'espace, propriété privée et évidemment sensibilité environnementale. Alors, pendant que éventuellement il y a des questions qui viendront de la salle, moi je vais rebondir sur effectivement la prise de conscience par les acteurs du terrain. Et je me souviens que l'année dernière, notamment dans le cadre des cellules de crise sécheresse sur le Jura, donc, il y a les pêcheurs qui sont invités effectivement à participer à la fédération de pêche à la cellule de crise. Et en fait, finalement, au regard de la tension sur l'eau, des ASEC, euh, c'est eux-mêmes qui ont demandé que même l'activité de pêche soit aussi arrêtée. Et c'est quand même pour dire que, en fait, pour protéger ce qu'il y a, ils sont prêts à mettre à des moratoires temporaires le temps qu'il faudra, quoi. Et c'est ça que c'est quand même cette prise de conscience, pour le coup, elle était liée aussi par la prise d'indicateurs et ils ont mis en place notamment un suivi sécheresse sur toutes les rivières avec voir où sont les ASEC, tout ça pour pouvoir discuter sur des bases solides avec les préfets. Et je pense que c'est important que ça, comme vous le disiez, c'est qu'on ait des indicateurs de fréquentation, de sensibilité, que les acteurs autour de la table du préfet soient aussi les bons, ça qu'on n'oublie pas les acteurs qui ont des savoirs sur l'eau, hein, on parle souvent des pêcheurs, mais il y a aussi les syndicats de rivière ou d'autres acteurs qui sont, comme on disait, les activités touristiques. Et c'est vrai que l'exemple qu'on a, c'est qu'on a vraiment de votre côté, sur le département du Jura en tout cas, une vraie prise de conscience des acteurs. Et ça, c'est de votre côté. Est-ce qu'avec les pêcheurs, vous avez aussi des contacts par rapport à ces questions de gestion de crise? Oui, oui. Alors c'est plus le service grand cycle de l'eau chez nous au parc, hein, et la GEMAPI qui est en contact avec les pêcheurs. Mais effectivement, on a ce que tu expliquais très, très justement, c'est cette synergie entre acteurs qui n'existait pas forcément avant et qui permettent la complémentarité pardon, d'informations. On a aussi vécu avec les canyonistes. Nous, Parc, on n'est pas dans les canyons, voire très peu dans les canyons, et ils peuvent nous apporter de l'information avec des sondes de thermie et autres observations. Donc, on a aussi ce travail un petit peu collaboratif, positif aussi, hein. Chacun amène de la donnée. Il n'y a pas, enfin voilà, on est sur dans un contexte un petit peu finalement négatif. Il y a des relations de travail qui se créent, qui sont à mon sens extrêmement positives et qui feront, enfin voilà, qui feront la durabilité à un moment donné, en tout cas d'un point de vue touristique, de ces activités ou non. Donc on l'a avec la Fédé de pêche aussi, mais c'est vraiment à mon sens un point clé, à notre sens, Parc en tout cas, un point clé d'un développement durable. Mais écoutez, merci pour cet exposé. On m'a signé que c'était dans la salle reçu très clairement. En tout cas, s'il y a des questions, on les invite à vous contacter au Parc du Haut-Jura pour éventuelles informations complémentaires. Moi, je vous remercie vivement pour avoir bien voulu passer une heure avec nous, que ce soit dans le public ou au Parc du Haut-Jura, autour de cette thématique qui va tous nous concerner, quelles que soient les zones, montagne ou pas d'ailleurs, sur les questions de tourisme, changement climatique. Je remercie aussi Cyclo qui nous a permis de faire cette diffusion en direct et de pouvoir partager donc avec eux un échange hors territoire PACA et un tour d'expérience. Et donc je vais clore la visio et en tout cas à bientôt. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas en décembre la vidéo sur le karst, le 12 décembre en fin d'après-midi. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Julien, au revoir Florian et au revoir la salle. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir.